Francis Scott Fitzgerald. L'après-midi d'un écrivain. In La Fêlure, recueil de nouvelles traduites de l'anglais par Dominique Horry et Suzanne Mayou, pour les éditions Gallimard, en 1963, repris en folio. L'après-midi d'un écrivain est-elle une nouvelle ou un article? En tout cas, ce portrait de l'écrivain, à la fin de sa vie, ce constat qu'une froide lucidité rend encore plus pathétique, est composé de détails entièrement empruntés à la réalité. Fitzgerald habitait à Baltimore, près du campus Johns Hopkins, dont il pouvait voir les étudiants. La lettre de la Paramount a été retrouvée dans ses papiers. L'histoire de la locomotive, vraie ou fausse, était souvent racontée par Scott comme un de ses plus remarquables souvenirs de guerre. Il a vraiment écrit l'histoire du barbier. C'est une nouvelle intitulée A Change of Class. Il se sentit mieux, à son réveil, que cela ne lui était arrivé depuis des mois. Il en eut la révélation négative par le fait qu'il ne se sentait pas malade. Il s'adossa un moment au chambranle de la porte, entre sa chambre et la salle de bain, avant d'être sûr qu'il n'avait pas le vertige. Pas le moindre, même quand il se baissa pour pêcher sa pantoufle sous le lit. C'était un radieux matin d'avril. Il n'avait aucune idée de l'heure, son réveil n'ayant pas été remonté depuis longtemps. Mais, en traversant l'appartement pour aller à la cuisine, il vit que sa fille avait pris son petit déjeuner et qu'elle était partie. Son courrier était là. Il était donc plus de 9 heures. « Je crois que je vais sortir aujourd'hui, dit-il à la bonne. Ça vous fera du bien, il fait très beau. » Elle était de la Nouvelle-Orléans. Elle avait les traits et le teint d'une arabe. « Je voudrais 2 œufs comme hier, et du pain grillé, du jus d'orange et du thé. » Il s'attarda un moment du côté de chez sa fille, et il ouvrit son courrier. Un courrier ennuyeux, sans rien d'agréable, principalement des factures et de la publicité, avec l'album d'autographes quotidiennement béant de l'écolier de l'Oklahoma. Sam Goldwyn ferait peut-être de son Specivizza un film dansé, mais peut-être pas. Il fallait attendre le retour d'Europe de M. Goldwyn, qui aurait peut-être 12 idées nouvelles. La Paramount voulait une autorisation pour un poème publié dans un des livres de l'écrivain, ignorant si c'était un original ou une citation. Peut-être emprunterait-il un titre à ce poème. De toute manière, il n'avait plus de droit sur cette œuvre, les ayant vendus en muet depuis de longues années, et en parlant l'année dernière. « Jamais de chance avec le cinéma, se dit-il. Ne te laisse pas abattre. » En prenant son petit déjeuner, il regarda par la fenêtre les étudiants changer de classe, en face, sur le campus de l'université. « Il y a 20 ans, je changeais de classe, dit-il à la bonne. Elle rit de son rire de débutante. « Il me faudra de l'argent, dit-elle, si vous sortez. Oh, je ne sors pas tout de suite, il faut que je travaille 2 ou 3 heures. Je voulais dire à la fin de l'après-midi. Vous prenez la voiture? Conduire une ferraille pareille, jamais. Je la vendrai plutôt $50. Je vais sauter dans un autobus. » Après le petit déjeuner, il s'allongea pendant un quart d'heure, puis il alla dans le bureau et il se mit au travail. Il avait des problèmes avec une nouvelle pour un magazine, qui devenait si ténue vers le milieu qu'elle risquait de s'envoler. L'intrigue montait, degré après degré, un escalier sans fin. Il n'avait pas en réserve le moindre élément de surprise, et les personnages qui étaient partis d'un si bon pied l'avant-veille n'auraient pas passé dans une bande dessinée. Si, j'ai vraiment besoin de sortir, pensa-t-il. J'aimerais aller faire un tour dans la vallée de Shenandoah, ou aller en bateau à Norfolk. Mais ces 2 idées étaient aussi impraticables l'une que l'autre. Elles exigeaient du temps et de l'énergie, et il manquait des 2. Le peu qu'il en avait, il fallait le garder en réserve pour son travail. Il parcourut son manuscrit en soulignant les bons passages au crayon rouge. Une fois ceci rangé dans une chemise, il déchira le reste lentement, et le jeta à la corbeille à papier. Puis il se mit à arpenter la pièce. Il fumait et parlait tout seul de temps en temps. Voyons un peu. Là, il faudrait ensuite que... Bon, eh bien alors... Au bout d'un moment, il s'assit en pensant « Je suis complètement sec. Je n'aurais pas dû toucher un crayon depuis 2 jours. » Il parcourut la rubrique idées nouvelles dans son carnet, jusqu'à ce que la bonne vint lui dire que sa secrétaire était au téléphone, une secrétaire à mi-temps depuis qu'il avait été malade. « Pas une miette, dit-il. Je viens de déchirer tout ce que j'avais écrit. Cela ne valait pas un sou. Je vais sortir cet après-midi. Ça vous fera du bien. Il fait très beau. Il vaut mieux que vous veniez demain après-midi. Il y a beaucoup de courriers et des factures. » Il se rasa, puis, simple précaution, il se reposa 5 minutes avant de s'habiller. C'était grisant de sortir. Il espéra que les garçons d'ascenseur n'allaient pas dire qu'ils étaient contents de le voir sur pied, et il résolut de descendre par l'ascenseur de derrière où on ne le connaissait pas. Il mit son meilleur costume avec le veston et le pantalon qui n'allaient pas ensemble. Il n'avait acheté que 2 costumes en 6 ans, mais ce qu'on faisait de mieux. Le seul veston de celui-ci avait coûté $110. Comme il lui fallait un but, ce n'est pas bien d'aller sans but, il mit un tube d'onguent dans sa poche, à utiliser par le coiffeur, ainsi qu'un petit flacon de luminol.
Le parfait névrosé, se dit-il en se regardant dans la glace, sous-produit de l'idée, scorie du rêve. Il alla à la cuisine dire au revoir à la bonne, comme s'il partait pour la petite Amérique. Il lui était arrivé pendant la guerre de réquisitionner une locomotive sur un simple coup de bluff. Il l'avait conduite de New York à Washington, pour éviter d'être AWOL. Maintenant, il s'arrêtait prudemment au coin des rues en attendant que le feu passe au rouge, bousculé par des jeunes gens qui affichaient un beau mépris de la circulation. L'arrêt de l'autobus sous les arbres était entouré de fraîche verdure, et il songea aux dernières paroles de Stonewall Jackson. Traversons le fleuve et allons nous reposer à l'ombre des arbres. Ces généraux de la guerre de sécession semblaient s'être rendus compte subitement du degré de leur fatigue. Lee ratatiné en un autre homme, Grant rédigeant désespérément ses mémoires à la fin. L'autobus fut tel qu'il l'attendait, un seul autre passager en haut et les branches vertes qui fouettaient les fenêtres au long des rues. Il faudrait probablement tailler ces branches, et ce serait dommage. Il y avait tant à regarder. Il essaya de définir la couleur d'une rangée de maisons, et ne trouva qu'un ancien manteau de soirée de sa mère, plein de tons différents et sans teinte précise, simple réflecteur de la lumière. Des cloches d'église jouaient quelque part Venite Adoremus, et il se demanda pourquoi, puisque Noël était dans 8 mois. Il n'aimait pas les cloches, mais ça avait été bien émouvant quand on avait joué Maryland, mon Maryland, à l'enterrement de son père. Sur le terrain de football de l'université, des hommes passaient le rouleau et un titre lui vint à l'idée, L'homme de l'herbe, ou encore L'herbe pousse, l'histoire d'un homme qui entretiendrait pendant des années le gazon d'un terrain de jeu et qui paierait à son fils des études dans la même université, où il jouerait au football. Puis le fils mourrait tout jeune, et l'homme irait travailler au cimetière et mettrait du gazon par-dessus son fils, au lieu de lui en mettre sous les pieds. Ce serait le genre morceau d'anthologie, mais pas tellement le sien. Simple antithèse emphatique, aussi conventionnelle qu'une nouvelle pour magazine populaire, et plus facile à écrire. Ce qui n'empêcherait pas beaucoup de gens de trouver ça excellent, parce que ce serait mélancolique et simple à comprendre. L'autobus passa devant une pâle gare de chemin de fer de style hellénique, pimentée par les chemises bleues des porteurs sur le devant. La rue se rétrécissait à mesure qu'on entrait dans le quartier des affaires, et on voyait tout à coup des filles vêtues gaiement, et plus belles les unes que les autres. Il se dit qu'il n'avait jamais vu de si belles filles. Il y avait aussi des hommes, mais ils avaient tous l'air plutôt bêtes, comme lui dans la glace, et de vieilles femmes peu décoratives. Il commença à voir parmi les jeunes filles des visages laids et déplaisants. Mais en général, elles étaient ravissantes, habillées de vraies couleurs, de 6 à 30, visages purs de tout calcul, de tout problème, rien que douceur latente, provocation sereine. Pendant une minute, il aima violemment la vie, sans aucune envie de la quitter. Il pensa qu'il avait peut-être commis une erreur en sortant si tôt. Il descendit de l'autobus en se tenant prudemment à la rampe, et il fit à pied les 50 mètres qu'il séparait de la boutique du coiffeur de l'hôtel. Il passa devant un magasin d'articles de sport et regarda la vitrine sans émotion, sinon devant le gant d'un grand joueur de baseball tout patiné. Il y avait à côté une mercerie. Là, il resta un bon moment à regarder les chemises de couleur sombre et celles à carreaux. 10 ans plus tôt, en été, sur la Riviera, l'écrivain et quelques amis avaient acheté des chemises bleues foncées d'ouvriers, et peut-être la mode était-elle partie de là. Les chemises à carreaux étaient plaisantes, éclatantes comme des uniformes, et il aurait voulu avoir 20 ans et aller à la plage paré comme un coucher de soleil de Turner, ou une aurore de Guido Reni. Le salon de coiffure était grand, étincelant et parfumé. Il y avait plusieurs mois que l'écrivain n'était venu en ville dans un tel but, et il apprit que son coiffeur familier était immobilisé par l'arthrite. Néanmoins, il expliqua à un autre garçon l'usage de longs gants, refusa un journal, et il se sentit plutôt heureux et satisfait sensuellement sous les doigts vigoureux qui lui massaient le cuir chevelu, tandis qu'un agréable mélange de souvenirs de tous les coiffeurs qu'il avait connus lui venait à l'esprit. Il avait écrit un jour une histoire au sujet d'un coiffeur. En 1929, le propriétaire de son salon préféré, dans la ville qu'il habitait alors, avait réalisé une fortune de près de 300 000 $ sur les indications d'un industriel local, et il était sur le point de se retirer. L'écrivain n'avait pas d'intérêt en jeu. En fait, il allait partir pour l'Europe pour quelques années, avec toutes les réserves qu'il possédait. Apprenant à l'automne que le coiffeur avait perdu toute sa fortune, il eut l'idée d'écrire l'histoire en déguisant soigneusement tous les faits et les personnages, mais basée sur l'ascension du coiffeur et sa chute. Il sut pourtant que les clés avaient été déchiffrées dans cette ville, et qu'il s'était fait mal voir. Le shampoing s'acheva. Quand il sortit dans le vestibule, un orchestre avait commencé à jouer dans la salle des consommations, en face, et il resta un moment à la porte pour écouter. Il y avait si longtemps qu'il n'avait dansé, 2 fois peut-être, depuis 5 ans, et pourtant une chronique signalait à propos de son dernier livre qu'il aimait les boîtes de nuit. On le présentait aussi comme un être infatigable.
Il ne résista pas à l'écho de ce mot dans son esprit, et il détourna la tête en sentant des larmes de faiblesse lui monter aux yeux. C'était comme au début, 15 ans plus tôt, quand on avait dit qu'il possédait une aisance fatale, alors qu'il peinait comme un forçat sur chacune de ses phrases pour que ça ne soit pas vrai. Me voilà de nouveau amer, se dit-il. Ça ne me vaut rien. Rien. Il faut que je rentre. L'autobus tarda à venir, mais il n'aimait pas les taxis, et il espérait encore qu'il lui arriverait quelque chose sur l'impériale en passant dans les feuillages du boulevard. Quand il arriva enfin, il eut un peu de mal à escalader les marches, mais cela en valait la peine, car la première chose qu'il vit fut un couple de collégiens assis sans fausse honte sur le haut piédestal de la statue de Lafayette, tout occupés l'un de l'autre. Leur isolement l'émut, et il sentit qu'il en pourrait tirer quelque chose professionnellement, quand ce ne serait que le contraste avec sa propre vie, de plus en plus recluse, sa nécessité croissante de puiser dans un passé déjà fort utilisé. Il avait besoin de reboisement, il le savait fort bien, et il espérait que le terrain supporterait une plantation de plus. Ça n'avait jamais été un terrain idéal, parce qu'il avait eu, de bonne heure, tendance à faire le malin, au lieu d'écouter et d'observer. Voilà son immeuble. Il jeta un coup d'œil à ses fenêtres au dernier étage avant d'entrer. La résidence de l'écrivain à succès, se dit-il. Je me demande quel livre merveilleux il est en train de créer là-haut. Ce doit être magnifique d'avoir un don pareil, de n'avoir qu'à s'asseoir avec un crayon devant son papier, de travailler quand on veut, d'aller où on a envie. Sa fille n'était pas encore rentrée, mais la bonne sortit de la cuisine et lui demanda « Avez-vous fait une bonne promenade ?»« Parfaite. J'ai fait du patin à roulettes et du baseball, j'ai joué à cache-cache avec Man Mountain Dean, et j'ai terminé dans un bain turc. Pas de télégramme ?»« Non, rien. Voulez-vous m'apporter un verre de lait, s'il vous plaît ?» Il traversa la salle à manger et il entra dans son bureau, aveuglé, un instant, par l'éclat de ses 2000 livres, dans le coucher de soleil. Il était assez fatigué. Il allait s'allonger pendant 10 minutes, et puis il verrait s'il pouvait démarrer sur une idée dans les 2 heures qui lui restaient avant le dîner.